Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Caraïbes. Ce soir, nous vous ferons découvrir le parcours d'une des personnalités les plus influentes de la Caraïbe. Je veux parler de Mia Mottley. La première ministre de la Barbade est la première femme élue à la tête de son pays. Son charisme et son franc-parler face à la crise climatique font d'elle une porte-voix des pays du Sud. Pour en parler, nous recevons une invitée, Myriam Moïse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et spécialiste des études postcoloniales. Direction ensuite le Panama qui compte ses premiers déplacés climatiques. Un exemple de la menace que le dérèglement du climat fait peser sur les États caribéens. A tout de suite. Elle est connue pour sa voix grave et ses discours percutants. Mia Mottley est avec la chanteuse Rihanna l'une des figures emblématiques de la Barbade. La première ministre, avocate de formation, bataille pour un nouvel ordre financier mondial. Elle milite aussi pour l'équité entre les pays du Nord et ceux du Sud, plaide pour la justice climatique et des réparations pour l'esclavage. Avec elle, la Barbade est même devenue la plus récente république du monde. Un parcours et des combats que nous vous proposons de découvrir avec ces images signées Aurélie Treuil. Paris, le 22 juin 2023, Emmanuel Macron accueille une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, tous rassemblés pour un sommet dont l'ambition est de réorienter la finance mondiale en faveur du climat. Parmi eux, la première ministre de la Barbade, Mia Mottley. Le président français ne le sait pas encore. Celle qu'il a associée à l'organisation de l'événement va publiquement lui faire une confidence dès l'ouverture du sommet. Emmanuel, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En privé, j'appelle ce sommet le sommet « Comment osez-vous » ? Comment osez-vous ? Comment osez-vous bouleverser l'ordre établi ? Ces mots, Mia Mottley les emprunte à la jeune militante écologiste suédoise, Greta Thunberg. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Une formule prononcée en 2019 à l'ONU, destinée à rappeler que le temps des beaux discours est écoulé. Des propos qui en rappellent d'autres. En septembre 2021, au siège de l'ONU, Mia Mottley marque déjà les esprits. Elle se lance dans une longue anaphore pour dénoncer le mépris et la cupidité des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. La chanson « Get Up, Stand Up » de Bob Marley l'inspire. Qui se lèvera, qui se tiendra debout pour les droits de nos peuples ? Qui se tiendra debout au nom de ceux qui sont morts pendant cette terrible pandémie ? Des millions. Qui se tiendra debout au nom de tous ceux qui meurent de la crise climatique ? Ou des petits États insulaires qui ont besoin d'un réchauffement inférieur à 1,5 degré pour survivre à l'approche de la COP26. Qui se tiendra debout, non avec une petite pièce, mais avec un réel progrès. Ces propos deviennent viraux sur les réseaux sociaux et quelques mois plus tard, lors de la COP26, la conférence internationale annuelle sur le climat, Mia Mottley exhorte les grandes puissances à agir. À ceux qui ont des yeux pour voir, à ceux qui ont des oreilles pour écouter, à ceux qui ont un cœur pour ressentir, pour survivre, nous ne pouvons pas supporter une augmentation de température de plus de 1,5 degré. 2 degrés, c'est une condamnation à mort pour les habitants d'Antigua et Barbuda, des Maldives, de la Dominique et de Fidji, du Kenya et du Mozambique. Et oui, pour les habitants de Samoa et de la Barbade. Nous ne voulons pas de cette condamnation à mort. Nous sommes venus ici pour vous dire, redoublez vos efforts. Oratrice hors pair, Mia Mottley s'impose à l'échelle internationale comme la voix des États du Sud. Un an plus tard, en Égypte, à la COP27, elle propose une solution pour aider les pays vulnérables et endettés comme le sien face au dérèglement climatique. L'idée, suspendre tout remboursement de prêts en cas de catastrophe. Le moment est venu d'introduire des clauses de catastrophes naturelles et de pandémie dans nos instruments pour abaisser la dette. J'ai dit que si la Barbade est touchée demain, parce que nous aurons des clauses de catastrophes naturelles, que Dieu nous en préserve, si nous sommes touchés demain, nous débloquerons 18% du PIB au cours des 2 années suivantes. Cet agenda audacieux qui offre plus de flexibilité financière aux États
Mia Mottley le peaufine depuis qu'elle dirige le gouvernement de la Barbade. D'où lui viennent ses idées? Quel est son parcours? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus à la Barbade pour rencontrer des membres de son équipe. Nous avons sollicité un entretien, plusieurs fois, en vain. Nous nous sommes arrêtés à sa permanence parlementaire, dans ses bureaux officiels, au siège du Parti travailliste de la Barbade et même à la résidence officielle des premiers ministres. Mais là encore, en vain. Demandez-vous un entretien? Oui, je demandais juste au cas où son agenda avait changé. Non, rien n'a changé. Elle a toujours trop de choses à faire. Officiellement, son agenda était trop chargé. Un pas de côté était donc nécessaire pour vous conter son histoire. C'est d'une femme douée et pressée. Pour comprendre pourquoi la Barbade est si vulnérable aux aléas climatiques, nous nous sommes rendus à Sixmans, un village de marins-pêcheurs au nord-ouest de l'île. Sa plage est digne d'un décor de carte postale. Le lieu est aussi devenu un symbole de l'érosion qui menace le littoral et les activités humaines qui s'y développent. Nous y retrouvons Omar, un marin-pêcheur. Son terrain de jeu a bien changé au fil des ans. Un cousin plus âgé et ma mère m'ont raconté qu'ici, il y avait des maisons. C'est difficile à croire, hein? Les maisons étaient ici et derrière, il y avait la cour où étaient élevés les animaux. Et il y avait une rangée de maisons derrière. Imaginez, tout cet espace, c'était de la terre jusqu'à ce petit bateau bleu là-bas. Tout cet espace. Quand la marée est basse, on peut voir des traces? Oui, quand la marée est basse, on peut voir les fondations des maisons et là les porcheries où les gens gardaient les animaux. Même maintenant, quand on va nager, on peut les voir. Avec le recul du littoral, des dizaines d'habitants de Sixmans ont dû déménager à l'intérieur des terres. C'est le cas de ce charpentier de marine. À 75 ans, il conçoit toujours des bateaux. Sa fille et son petit-fils vivent avec lui. Père et fille se souviennent du début des années 90, quand la famille a dû s'éloigner pour survivre. Un matin, ma mère s'est réveillée. C'était une maison à 2 niveaux. Elle est descendue au rez-de-chaussée et a marché dans l'eau. Et même sur un crabe. C'est là que le déménagement est devenu urgent. Une priorité. Je ne voulais pas déménager. Quand j'étais en bas, j'étais si près de la mer, il suffisait de sauter et j'étais à l'eau. Je ne voulais pas déménager. Mais ma compagne, sa mère, je voulais la rassurer parce qu'elle avait peur. Je me demande parfois où ça ira, ce qui va se passer. J'ai 48 ans, mon fils a 27 ans. C'est lui qui devra s'en occuper plus que moi j'ai eu à le faire. Aux plus jeunes qui arrivent, que leur restera-t-il en ce qui concerne ces problèmes climatiques? Nous devons assurer pour eux d'une manière ou d'une autre. Assurer, c'est surtout prévenir les risques liés au climat. La Barbade est une île vulnérable non seulement à cause de l'érosion côtière, mais aussi à cause de l'élévation du niveau de la mer, une menace potentielle pour cette île au sol calcaire. Contrairement aux autres territoires caribéens, Barbade a une problématique qui est une problématique centrale, c'est la gestion de ses eaux douces. Donc, si le niveau de la mer, par exemple, s'élève, ça veut dire que l'eau de mer va pénétrer à l'intérieur des terres, va s'infiltrer, et donc les eaux souterraines qui sont parfois utilisées à Barbade pour justement alimenter les populations, ben, ces eaux vont devenir saumâtres et donc seront impropres à la consommation. Deuxièmement, Barbade, c'est un territoire, comme on peut le voir sur les cartes, qui est un peu excentré de l'arc antillais. C'est un territoire qui se trouve sur ce que les anglo-saxons appellent la Hurricane Belt, c'est-à-dire la ceinture des ouragans, et qui est généralement frappé en premier lorsqu'il y a arrivée d'une tempête tropicale ou d'un ouragan. Or, on sait très bien qu'en raison du changement climatique, nous aurons dans les années à venir pas forcément plus d'ouragans, mais des ouragans de plus en plus puissants. Et comme Barbade est un petit territoire insulaire qui n'a pas forcément des moyens démesurés pour lutter et pour se prémunir face aux ouragans, là encore, il y a une problématique importante à gérer. Investir dans des infrastructures pour limiter, entre autres, l'érosion côtière, la Barbade l'a déjà fait, comme en témoigne cette visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en 2021. À l'image de ces enrochements, les investissements sont lourds, très
très lourd pour les finances de l'État, d'où l'idée de réformer les institutions financières comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, des organes nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la Barbade était encore une colonie britannique. Toutes ces institutions ont été formées avant même que nous soyons capables d'être responsables de nos affaires. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'elles ne reflètent pas forcément nos intérêts et nos priorités. Au moment même où le monde est confronté à de multiples crises, nous appelons cela un moment multicrise. Nous devons nous assurer que nous avons la capacité de réagir en conséquence. Avec son gouvernement, Mia Mottley lance une proposition, l'initiative de Bridgetown, dont l'ambition est d'adapter les institutions financières internationales à l'urgence climatique. Premier défi, répète-t-elle souvent, aider les pays pauvres, criblés de dettes, à trouver les ressources pour se préparer à la prochaine tempête. Ce monde ressemble encore trop à ce qu'il était quand il faisait partie d'un empire impérialiste. Le Nord emprunte à des taux de 1% à 4%. Le Sud à environ 14%. Et après, on s'étonne que les partenariats pour une transition énergétique juste ne marchent pas. Elle arrive à proposer aussi un agenda avec des solutions très concrètes qui sont très parlantes pour les pays du Nord. Et donc, elle arrive à fédérer, je pense, ces deux groupes de pays. Et elle a su aussi très bien s'entourer de conseillers qui lui permettent de relayer un peu son discours à différents niveaux, dans différents pays, différentes géographies. Et ça, c'est vrai que tout ça combiné à sa personnalité qui déjà en elle-même est assez forte et entraînante fait qu'elle arrive à porter un discours au-delà des frontières. Et c'est sans doute la première fois qu'un pays vulnérable comme ça arrive à porter des messages qui sont relayés dans le monde entier et qui vont probablement réussir à faire changer les choses. Celle qui allie activisme et diplomatie est née à Bridgetown en 1965, un an avant l'indépendance de son pays. Avec la chanteuse Rihanna, c'est l'une des rares personnalités barbadiennes qui sont appelées par leur prénom. Mia Mottley, c'est l'un des meilleurs premiers ministres qu'on a jamais eu après Tom Adams. Pourquoi dites-vous cela ? Parce qu'elle se préoccupe du pays et qu'il est bien géré. En tant que femme noire et femme noire puissante, je l'admire. Et elle n'a peur de personne. J'admire ça. Ça a été un grand changement de voir quelqu'un d'aussi puissant et de sympa. L'une d'entre nous, pour une fois, c'est une très belle personne. Avant de faire de la politique, Mia Mottley n'était pas une inconnue aux yeux des électeurs. Comme en témoigne cette carte de visite, la jeune avocate mène de front une autre carrière, celle de manager de Signature, un groupe aux influences reggae et soca, signe de son attachement à la culture et singulièrement à la musique, comme le confirme ce professeur des universités. Dans sa vie antérieure, c'est-à-dire quand elle était profondément impliquée dans la communauté, vous auriez su par exemple qu'elle a managé un groupe. Cela a marqué le public. Autrement dit, c'était une figure familière. Elle ne venait pas de nulle part. Nous avons retrouvé l'un des membres du groupe Signature que Mia Mottley manageait. Ministre de la Culture dans le premier gouvernement Mottley, John King est aujourd'hui son conseiller spécial. Sa première rencontre avec une jeune avocate de 25 ans reste gravée dans sa mémoire. Imaginez une jeune femme qui avait 2 ans de moins que moi, très confiante et très astucieuse, très pointilleuse sur sa vision des choses. J'étais très impressionné à l'époque. Elle a toujours eu des idées progressistes sur la manière dont la Barbade devait utiliser la culture. Et pas seulement vendre la culture, mais aussi la développer pour l'identité nationale. Je pense que ce sont ces qualités-là qu'elle a infusées chez nous.
vous donner la confiance et dire je suis aussi bon que n'importe qui, n'importe où dans le monde. Je suis capable de faire le travail, mener à bien ce qui doit être fait. But while law was not her first choice, she insists politics was. Sur ces images d'archives, une journaliste revient sur les premiers pas en politique de Mia Mottley. Nommée sénatrice en 1991, l'année de sa première défaite électorale, elle est ensuite élue députée 3 ans plus tard. Elle ne quitte plus son siège depuis. Elle est nommée ministre à plusieurs reprises, une précocité rarement vue sur l'île. Issue d'une famille installée sur l'échiquier politique depuis plusieurs générations, certains observateurs parlent d'elle comme d'une héritière. Elle fait partie d'une très grande famille politique. Son grand-père, Ernest Dayton Mottley, était maire de Bridgetown. Son père était également un homme politique de premier plan et un juge. Et puis son oncle était un diffuseur de premier plan. Vraiment l'une des principales personnalités culturelles des années 1970 et 80. Compte tenu du vif intérêt pour la politique de son grand-père et dans une moindre mesure de son père, elle a grandi dans un environnement où des leaders politiques de la Barbade rendaient visite à sa famille de temps en temps. Elle a évolué dans un environnement qui l'a conduite à avoir un intérêt pour la vie publique, un intérêt qu'elle a manifesté très tôt. À cet héritage familial qui l'a prédisposé à la politique, il faut ajouter ses mentors. Parmi eux figure Owen Arthur. En 2008, il est le Premier ministre sortant, candidat à un 4e mandat, et le leader du BLP, le Parti travailliste de la Barbade. Ce soir-là, Mia Mottley assure le show avant le discours de son aîné lors d'un meeting électoral. En dépit de relations parfois conflictuelles, il reste incontournable pour comprendre son ascension politique. Tous ses postes ministériels, elle les doit à Owen Arthur. C'est lui qui l'a nommé ministre de la Justice, ministre de l'Éducation, ministre de la Culture, etc. et vice-premier ministre. C'est donc une relation très importante. Elle a eu une période de mentorat très utile dans la façon dont il a pu l'exposer aux rudiments du leadership et de la politique. Et la leçon, Mia Mottley l'a bien mise en pratique. En 2018, son parti, le BLP, fait un carton plein au Parlement et remporte 30 sièges sur 30, du jamais vu lors de législatives à la Barbade. Mais la fête est de courte durée. À peine élue première ministre, Mia Mottley prépare les esprits à des sacrifices. En 2018, la dette publique avait atteint 158% du produit intérieur brut. Mes amis, le chemin devant nous ne sera pas facile. Il n'y a pas de potion magique. Il n'y a pas de solution miracle. Mais si on ne fait pas bouger les choses rapidement, nous n'allons pas réussir. Nous avons promis d'arrêter l'hémorragie et en même temps de créer les bases pour la transformation de notre nation. 5 mois après son élection, la Première ministre dresse un bilan sans appel. Nous devons reconnaître que notre dette est insoutenable. Deuxièmement, que notre base de revenus est trop faible. Et troisièmement, que nos habitudes de dépenses sont trop grandes. Pour redresser la barre, son gouvernement lance une cure d'austérité. Alors que le FMI, le Fonds monétaire international, accorde un prêt de 290 millions de dollars pour restructurer sa dette, en contrepartie, la Barbade doit assainir ses finances publiques et cela passe par de nouvelles suppressions de postes de fonctionnaires. Ce que j'essaie de faire, c'est que le gouvernement utilise le scalpel et non la hache qui coupe sauvagement. Nous donnons au pays l'assurance que nous n'avons pas encore le nombre exact de licenciements parce que nous nous concentrons sur le processus plutôt que sur l'arithmétique des suppressions. Nous estimons que cela ne concernera pas plus de 1500 personnes au cours des prochaines semaines.
Mia Mottley est alors contrainte de prendre des décisions douloureuses, cet ancien journaliste s'en souvient, tout en cherchant des marges de manœuvre pour redresser l'économie. Le système de transport public était en miettes. Elle a pu investir dans des bus électriques. Elle a pu aussi obtenir des camions pour les autorités sanitaires chargées de la gestion des déchets. Avant cela, le manque de camions a fait que, dans mon quartier, ici même, il fallait parfois attendre 2 semaines avant la collecte des déchets. Donc elle a pu régler beaucoup des problèmes de ce type. Et elle a rétabli l'éducation gratuite pour les étudiants de l'université des West Indies, ce qui l'a rendue populaire parmi les jeunes. Omniprésente sur le front économique, Mia Mottley est aussi active sous le front des symboles. En novembre 2020, la statue de Lord Horatio Nelson est déboulonnée, retirée de la place des héros toute proche du Parlement à Bridgetown. La statue du navigateur britannique pro-esclavagiste y trônait depuis 1813. Si ces rues pouvaient parler, elles nous auraient dit très clairement que cette statue que nous avons déboulonnée aujourd'hui reflète réellement une affirmation du pouvoir et de la domination. Une pétition lancée par un jeune Barbadien avait recueilli près de 12 000 signatures, un nombre suffisant pour que le gouvernement soutienne l'initiative. Il fera même de la cérémonie officielle une étape de son programme vers la transformation de la Barbade en république. Près d'1 an plus tard, le gouvernement, sous l'impulsion de Mia Mottley, choisit la voie parlementaire au lieu du référendum pour quitter la monarchie britannique. Députés et sénateurs réunis en congrès confient à l'ancienne gouverneure de la Barbade le rôle honorifique de présidente. Dès lors, Dame Sandra Mason ne représente plus la reine Elisabeth II. Nous venons d'élire parmi nous une femme qui est uniquement et passionnément barbadienne. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une déclaration de condamnation de qui que ce soit. En fait, nous sommes impatients de poursuivre la relation avec la couronne britannique. Mais nous sommes conscients qu'après 396 ans de règne britannique, le temps est venu pour nous d'exprimer une pleine confiance en nous en tant que peuple et de croire qu'il est possible pour un natif de cette nation de s'engager définitivement et complètement. Cheers to Barbados! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Le 30 novembre 2021 à Bridgetown, l'hymne de la Barbade résonne pour saluer sa transformation en république. À la droite de Dame Sandra Mason, première femme présidente, le prince Charles venu représenter la couronne britannique. Derrière eux, la star internationale Rihanna, élevée ce jour-là au rang d'héroïne nationale, l'une des plus hautes distinctions de la Barbade. Quelques instants plus tôt, Mia Mottley salue celle qui la soutient de manière indéfectible en faisant référence à l'un de ses titres phares, Diamonds. Puissiez-vous continuer de briller comme un diamant et faire honneur à notre nation par vos paroles, par vos actions et faire honneur partout où vous irez. Que Dieu vous bénisse, ma chère. À l'échelle internationale, l'épisode est relayé par la presse, mais il ne fait pas l'unanimité à l'intérieur du pays. 3 ans après la fin de la monarchie, l'ancienne leader du DLP, le Parti travailliste démocrate, remet en cause l'initiative. Et elle n'est pas la seule. Rien n'a changé. Le Parlement n'a pas changé. Le système judiciaire est organisé à l'identique. Le système scolaire, c'est pareil. Le tissu social est englué de la même façon. L'expérience de la République pour le Barbadien moyen dans la rue
ne semble pas différente aujourd'hui de celle du 29 novembre 2021. Nous l'avons quand on pense à la fête de l'indépendance. Il n'y a aucun sentiment nationaliste quand on parle de la République. Je pense qu'elle essaie de construire son héritage. Errol Barrow est connu comme étant le père de l'indépendance. Mia Mottley veut rester dans l'histoire comme la mère de la République. Mais cette affaire, c'était mettre la charrue avant les bœufs. Si vous évoluez vers le statut de République, je pense qu'un pas important serait d'étoffer une constitution républicaine avant de franchir cette étape. Et cela n'a pas été fait. C'était juste une annonce. Et maintenant, ils essaient de mettre sur pied une constitution républicaine. Mia Mottley a été triomphalement réélue en 2022 lors d'élections anticipées en pleine pandémie de Covid-19. Son parti, le BLP, a de nouveau raflé tous les sièges de la Chambre basse du Parlement. Le gouvernement dès lors a promis de relever de nombreux défis. Plus de logements, plus d'énergie renouvelable, une sécurité financière assurée, sans oublier le soutien à l'industrie touristique. Autant de chantiers que Mia Mottley entend mener jusqu'en 2027. Et elle a promis, son deuxième mandat sera le dernier. Avec nous sur ce plateau, Myriam Moïse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et spécialiste des études postcoloniales. En quoi Mia Mottley se distingue des autres chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe ? Alors Mia Mottley se distingue clairement par son charisme, mais par-dessus tout par son leadership transformationnel. Moi, je pense que c'est vrai que c'est un leader qui marque les esprits au niveau de la scène internationale. Elle a fait énormément de discours marquants et percutants devant les Nations Unies. Et puis, je dirais aussi son courage et son éthique, sa vision éthique aussi de la politique, puisqu'elle appelle véritablement les leaders mondiaux à prendre leurs responsabilités face aux grands défis de la planète aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas de sa dimension internationale? Est-ce que c'est la première chef de gouvernement de la Caraïbe à avoir cette dimension-là? Alors, il y en a eu forcément d'autres, mais en tout cas, au niveau des femmes leaders de la Caraïbe, cette dimension qui se recentre vraiment sur les peuples de la région, parce que sa dimension est vraiment très pleinement caribéenne, puisqu'elle s'adresse non seulement depuis la Caraïbe insulaire, donc depuis la Barbade, mais aussi en tant que caribéenne et que chairwoman aussi de la CARICOM à un moment précis, elle s'attelle à appeler la scène internationale à prendre en considération les contextes spécifiques des États caribéens qui sont aujourd'hui en souffrance. Donc, elle mentionne la situation d'Haïti, le Venezuela, Cuba, et je crois que c'est vraiment la Caraïbe globale que Mia Mottley représente aujourd'hui dans ses discours politiques. On sait, dans l'histoire, il y a eu Eugenia Charles, la première ministre de la Dominique, entre 1980 et 1995. Oui. Est-ce qu'elle avait cette dimension-là? Alors, moi, j'ai toujours du mal à mentionner Eugenia Charles directement, tout simplement par rapport à la dimension controversée de certaines de ses actions. Et je voudrais vraiment mettre en avant le fait que je pense que là où Mia Mottley fait vraiment une différence, c'est au niveau de ses valeurs éthiques et au niveau de l'importance qu'elle donne vraiment aux besoins, à la justice et aux besoins des peuples de la région. Donc, je ne sais pas si le comparatif, je me prêterai pas à un comparatif simplement parce que ce sont des femmes, d'autant plus que Mia Mottley ne met pas du tout la question du genre en avant. Mia Mottley milite pour les réparations liées à l'esclavage. Le mois dernier, il y avait le sommet du Commonwealth aux îles Samoa. Le Royaume-Uni a été sommé d'accepter le débat sur les réparations. Est-ce que ça, c'est une avancée? Peut-on parler d'avancée? Je crois qu'il y a des avancées. Il y avait déjà eu un premier pas avec le prince Charles au temps où il était prince lors du sommet du Commonwealth. Et puis là, avec cette nouvelle avancée. Donc, je pense qu'à chaque étape, les réparations sont mises en avant. Et même d'ailleurs, il y a un an, devant les étudiants internationaux de Sciences Po Paris, elle a aussi mis en avant l'importance de la question des réparations. Donc, c'est dans tous ces
tous ses discours politiques et dans toutes ses actions, elle parle vraiment d'un plan Marshall pour les réparations, donc réparer le désordre colonial qui a été laissé dans la région. Et le fait que les anciennes colonies britanniques se soient réunies et, je ne veux pas dire forcer la main, mais vraiment inciter le Royaume-Uni, autant le Premier ministre que le Charles III, à poser ce débat, c'est une nouveauté ? Oui, c'est une nouveauté. C'est aussi, je dirais, c'est un message. Le message est fort. Je crois que, toutefois, aujourd'hui, je pense que Mia Mottley le dit elle-même, on veut vraiment avoir des solutions. Et le gouvernement barbadien et la CARICOM, ils sont à la tête de ces questions sur les réparations. Mais il y a aussi, bien sûr, l'Université des West Indies avec Sir Hilary Beckles. Et donc, toutes les avancées se font, mais de manière, même avant les gouvernements européens, on avait aussi déjà des universités, des anciennes banques qui s'étaient positionnées pour pouvoir rentrer dans cette dynamique des réparations. Donc oui, je crois que ce qui est important aussi peut-être de souligner, c'est que Mia Mottley, elle est vraiment dans une démarche où elle sort, elle fait de la Barbade une république, et en même temps, elle garde ce lien, ce relationnel avec le Commonwealth, de façon à négocier sur tous les grands défis, en fait, à trouver des solutions collectives aux grands défis aujourd'hui qui touchent notre région. Alors, l'un des combats de Mia Mottley, c'est aussi la justice climatique. Elle plaide pour alléger la dette des petits États, ceci pour leur donner, pour libérer des fonds pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Quel combat a-t-elle déjà gagné là-dessus ? Alors moi, je pense que ce qui a vraiment marqué, c'est l'initiative Bridgetown. Je pense que ça a marqué vraiment tous les esprits, parce que c'est vraiment cette initiative où elle a mis en place, et on voit vraiment que c'est une économiste. Hein. Elle a été formée à la London School of Economics, donc elle a vraiment cette vision de mettre en lien le financier et la crise climatique, parce que aujourd'hui, et c'est ce qu'elle met en avant aussi dans ses démarches, les pays du Sud global sont en souffrance par rapport à cette crise climatique et ne sont pas les premiers pays à avoir produit cette crise climatique. Et donc, si c'est un problème planétaire, elle pousse en fait toutes les grandes entreprises pétrolières, le gaz, également bien sûr la Banque de développement, à s'engager dans ce développement-là, à permettre aux pays qui subissent la crise climatique de bénéficier de fonds. Donc, en fait, elle fait le lien entre la crise climatique et les outils financiers. Et je crois que c'est vraiment l'initiative Bridgetown, les 2% dont elle parle toujours. Si chaque entreprise qui bénéficie, les grandes entreprises pétrolières, les banques, et voilà, mettent 2% à minima, eh bien, cet argent-là pourra permettre aux pays émergents de se relever. Et donc, elle définit vraiment la crise climatique comme une crise qui doit être la responsabilité de tous et toutes. Et donc, encore une fois, c'est vraiment sa démarche éthique, et qui est recentrée aussi sur les peuples, hein, puisque à Barbade même, elle insiste sur le fait que dans quelques années, à Barbade, tout le monde aura il y aura une énergie solaire. Enfin, elle insiste sur l'énergie renouvelable. Donc c'est la responsabilité, mais à tous les niveaux, non pas seulement au niveau de l'État, mais au niveau aussi des habitants en fait de la région. A-t-elle suffisamment de poids politique pour renverser la table ? Moi, je pense qu'elle en a. En tout cas, elle a une stratégie très claire. Elle n'a peur de rien. Après l'élection de Donald Trump, elle l'a dit très clairement qu'elle allait avoir un échange face à face avec lui, de façon à déconstruire tout ce qu'il y a autour des climato-sceptiques, de façon aussi à expliquer à Donald Trump qu'il sera gagnant, même financièrement, à trouver des solutions à cette crise climatique. Donc je crois que en reliant vraiment la dimension financière à la crise climatique, elle avance. Et oui, moi je suis persuadée qu'elle a du poids, et c'est visible aussi dans tous les échanges politiques, hein, et les hommes et femmes politiques la reçoivent aussi
de façon à avoir cet échange sur le changement climatique et les avancées. Merci beaucoup, Myriam Moïse, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Dans la Caraïbe, le changement climatique est une menace bien réelle. Le Panama, par exemple, compte déjà ses premiers déplacés climatiques. En juin dernier, toute une communauté amérindienne a dû abandonner l'île sur laquelle elle résidait pour s'installer sur le continent, la faute à l'élévation du niveau de la mer, un phénomène inéluctable provoqué par le réchauffement climatique. Les scientifiques prédisent même que dans 40 à 60 ans, c'est tout l'archipel du Panama qui sera submergé. Un dossier signé Michel Gendre. Le long de la côte caraïbe du Panama, des centaines d'îles et d'îlots forment l'archipel de San Blas. Nous sommes sur le domaine des Amérindiens Guna, un vaste territoire qu'ils gèrent et protègent en totale autonomie depuis des générations. La pêche, la cueillette et l'artisanat sont leurs principales activités. Mais le mode de vie et l'habitat des Guna sont menacés par l'élévation constante du niveau de la mer. C'est le cas de cette île surpeuplée et grande comme 5 terrains de football. Karti Soukdoupou, surnommée également l'île du crabe, est vouée à disparaître. Elle culmine à seulement 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Jusqu'en juin dernier, quelques 300 familles amérindiennes vivaient là dans la précarité et la promiscuité. Les Gunas s'accommodaient tant bien que mal de cette vie à l'étroit, entre murs en bambou et sols en terre battue. L'assainissement, l'eau potable, l'électricité étaient quasi inexistants. Pour le précieux liquide, les Gunas allaient s'approvisionner sur le continent. C'est de l'eau qui vient de là-bas. C'est de l'eau saine. Avant, nous allions à la rivière en pirogue chercher l'eau. Avec ces bidons. Sur l'île, la petite école était le cœur battant du village. Avec ses élèves et son maître plein de vitalité. Ce mode de vie très familial mais très spartiate ne dérangeait pas plus que ça les habitants. Ce qui les inquiétait, c'est de se retrouver de plus en plus souvent les pieds dans l'eau. En novembre et décembre, la marée monte très haut, ce qui nous pose quelques problèmes ici. À ce moment-là, l'île flotte presque. Il y a des inondations. Par conséquent, ça touche encore plus ceux d'entre nous qui vivent en bordure de l'île. On pense qu'on va couler. On sait que ça va arriver dans de nombreuses années encore, mais c'est notre jeunesse qui va souffrir. Nous, parents, devons donc penser à nos enfants. Nous ressentons de la tristesse, parce que si cette île disparaît, c'est une partie de notre cœur, une partie de notre culture qui disparaît. Pour les scientifiques, les projections sont sans appel. L'île du crabe sera engloutie d'ici 2050. D'autres îles de l'archipel vont également disparaître à cause de cette élévation du niveau de la mer. Un phénomène lié directement au changement climatique. Le déménagement et la réinstallation des populations sur le continent sont inévitables. Voici un exemple d'une de ces îles. Elle se trouve à seulement 50 cm du niveau de la mer et avec l'élévation actuelle des eaux, elle ne survivra que 20 ou 30 ans tout au plus. Chaque île devra décider elle-même de la date de sa relocalisation. Mais avec l'élévation du niveau de la mer, conséquence directe du changement climatique, presque toutes les îles seront abandonnées d'ici la fin du siècle. En prévision de ce scénario, et à cause de la surpopulation, la communauté de l'île du Crabe a accepté dès 2010 la relocalisation sur le continent. Mais il a fallu quasiment 15 ans avant que n'émerge en pleine jungle ce lotissement de remplacement.
Le processus a été lent et semé d'embûches. Le gouvernement panaméen a finalement investi 12 millions d'euros sur ce terrain détenu par la communauté amérindienne. Ce site de relocalisation est inauguré en mai dernier. Le président panaméen de l'époque, Laurentino Cortizo, a fait le déplacement. C'est lui qui remet les clés des nouveaux logements aux familles de l'île du Crabe, considérées désormais comme les premiers déplacés climatiques du Panama. Ce sont les pays développés qui, par l'émission de gaz à effet de serre, sont à l'origine de la crise. Que vit le monde, que vit notre pays et la région. Évidemment, l'un des effets de la crise climatique est l'augmentation de l'océan, du niveau de la mer, ce qui nous a obligés, ici au Panama, à faire ce transfert de l'île vers ce lotissement. Les déplacés climatiques découvrent ces logements préfabriqués, pas vraiment adaptés à leur mode de vie. Les habitations sont petites. Chaque famille dispose d'une maison de 49 mètres carrés et d'un petit lopin de terre. Toutes sont livrées avec 2 chambres et toutes les commodités. Mais la réception de ces logements suscite des réactions mitigées. Oui, je suis ravie. J'aime la maison. Alors il me manque juste les choses que nous allons apporter ici. Ici, il y aura l'évier. Par là, je vais mettre mon réfrigérateur. Et là, ma cuisinière. Mais comme vous le voyez, la maison est très petite. Je vais l'agrandir un peu sur l'extérieur. Je veux l'agrandir parce que j'aime cuisiner. J'adore cuisiner et je suis plutôt douée. Le mode de vie va beaucoup changer pour les gens d'ici, parce que c'est un mode de vie différent. Les gens de l'île étaient habitués à une vie différente. Début juin débute la lente évacuation. La protection civile et l'armée panaméenne sont venus en renfort, aider les 1300 habitants à vider les lieux. Le transport du mobilier, des cuisinières et autres effets personnels se fait par bateau. Un balai d'aller-retour se met en place entre l'île du Crabe et la terre ferme. Au moment du départ, ce déménagement accepté à contre-cœur fait naître chez les plus anciens une tempête émotionnelle. Désarroi, mélancolie, angoisse de l'inconnu assaillent ces Amérindiens. En ce moment, je me sens triste de quitter cette maison pour aller là-bas. Je quitte toute ma famille, je vais abandonner une partie de ma famille. Ce qui va me manquer, c'est qu'ici, nous, les Guna, nous avons toujours vécu ensemble, comme une seule famille. Mais là-bas, ce sera différent parce que nous allons nous séparer. Nous n'allons pas vivre dans la même maison. Je pense à ma grand-mère, à mon grand-père, à ma tante, qui sont morts ici. Ce ne sera plus jamais comme avant. Mais nous devons aller de l'avant, parce que la vie continue. Pour démarrer sa nouvelle vie, Alberto enfile un autre t-shirt. C'est l'heure du départ pour cet homme de 72 ans. Ses effets personnels tiennent juste dans ce petit sac. Une fois sur l'appontement, il rejoint ses compagnons d'infortune à bord de cette navette maritime, chargée de les ramener sur le continent dans un silence glacial. Dans le lotissement, situé à 30 minutes à pied du débarcadère, l'installation des nouveaux arrivants bat son plein. Alberto s'est vu attribuer la maison numéro 256.
C'est là qu'il va vivre dorénavant avec sa fille et 3 de ses sœurs. Et dans ce grand bouleversement, il trouve de quoi se mettre du baume au cœur. C'est une belle maison. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous laver. Ici, j'ai tout. C'est ce qui me plaît, parce que là-bas, je n'ai pas tout ça. Tout le monde cherche ses repères, prend ses marques et s'adapte. Aux portes des nouvelles maisons, des hamacs ont même commencé à apparaître. Nous, le peuple Guna, nous utilisons des hamacs pour dormir. Je viens ici, je dors dans un hamac tous les jours. Je n'ai pas de lit. Là d'où je viens, nous n'avons pas de lit. Mais maintenant, avec ce changement, on a l'impression que nous allons vivre quelque chose de nouveau. Pour toutes les familles qui déménagent, c'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est triste, parce que cela fait des années que nous vivons sur les îles. Un peuple qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'identité, est un peuple mort. D'autres communautés insulaires du Panama devront déménager dans les décennies à venir. 38 îles au total, soit une population d'environ 40 000 personnes, sont concernées par l'élévation du niveau de la mer. Les Nations Unies ne cessent d'alerter la planète sur l'urgence d'agir contre cette menace. Notre monde se trouve dans des eaux dangereuses. Les scientifiques nous disent que le niveau de la mer s'élève aujourd'hui plus rapidement que jamais. Ils nous disent que la cause est claire, les gaz à effet de serre, provenant en grande partie de l'utilisation de combustibles fossiles qui réchauffent notre planète, dilatent l'eau de mer et font fondre la glace. Nous ne pouvons pas laisser les espoirs et les aspirations de milliards de personnes mourir dans l'eau. Nous ne pouvons pas permettre la destruction massive de pays et de communautés. Il est temps d'inverser la tendance et de nous sauver de la montée des eaux. L'exode des habitants de Karti Soukdoupou n'est que le premier d'une longue série. C'est un bien sombre tableau qui se dessine pour la région. C'est ici que se referme ce numéro de Caraïbes. Merci de votre fidélité. Rendez-vous avec grand plaisir l'année prochaine, le dernier mardi de janvier 2025. Très bonne soirée à tous.